97.5. 97.5. Bonjour et bienvenue dans Actu Média, votre émission où l'on décortique l'actualité à la présentation Omar Ndiaye. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Arona Fall, rédacteur en chef du site d'information gfm.sn. L'autre invité s'est excusé, il s'agit de Mamadou Tiko Diata, le rédacteur en chef du journal Le Quotidien. Bonjour Arona. Bonjour Omar. Arona, sans tarder, nous allons commencer cette émission en parlant de la passation de service qui a eu lieu cette semaine entre Aminata Touré et le nouveau Premier ministre Mohamed Dionne. D'abord, comment voyez-vous l'avenir politique d'Aminata Touré? Merci Omar. Je pense, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même saluer vos éditeurs, tous les éditeurs de Rewmi FM, aussi bien national qu'au niveau international. Je voudrais aussi décerner un carton rouge à mon ami et frère Mamadou Tiko Diata, qui certainement, c'est les effets du Ramadan qui ont fait que, voilà, il n'a pas pu honorer cet engagement. Mais toujours est-il que, bon, l'essentiel que ce soit moi seul et que le débat puisse avoir lieu. Maintenant, pour répondre un peu à votre question... L'avenir politique d'Aminata Touré, comment vous la voyez? Oui, l'avenir politique de l'ancienne Premier ministre, Mme Aminata Touré, comme elle-même elle l'a dit après cette passation de service, elle dit que son avenir est devant elle et c'est un avenir radieux. Bon, elle ne pouvait pas dire autrement. Mais toujours est-il que, à mon avis, son avenir politique sera ce qu'elle en fera et ce que les Sénégalais décideront qu'il soit. Parce que de plus en plus, on constate que les hommes politiques n'ont plus leur destin en main. Leur destin se trouve maintenant entre les mains des populations qui ont toujours le dernier mot. Aminata Touré, j'allais dire quelque part qu'elle pourrait avoir le même avenir politique que tous les anciens premiers ministres, qui ont eu à quitter pour une raison ou une autre leur poste de premier ministre et se retrouver dans l'opposition. Si nous prenons un peu les plus récents, c'est un peu peut-être le cas d'Idriss Seck, qui se retrouvait dans l'opposition parce que avec M. Abdoulaye Wade, il y avait certains problèmes qui ont fait que il s'est retrouvé dans l'opposition. Maintenant, le cas d'Idi, peut-être après Idi était devenu carrément une victime. Parce que les conditions dans lesquelles il a quitté M. Abdoulaye Wade sur tout un tas d'accusations qui après les gens sont rendus, les chantiers de Thiès, qui après les gens sont rendus compte que c'était du toc. Sur le plan juridique quand même, peut-être qu'il y a eu un non-lieu total qui lui a été décerné et que finalement la conclusion que les Sénégalais en ont tirée, c'était juste une cabale, un coup monté contre quelqu'un qui peut-être à tort ou à raison lorgnait sur le fauteuil du président Wade. Bon, après lui, c'était le cas du l'actuel président Macky Sall, qui de la même manière, a aussi été démêlé avec M. Abdoulaye Wade et qui s'est retrouvé dans l'opposition. Mais tous les deux, quand même... Il y a une différence quand même entre Idriss Seck et Macky Sall, si l'on regarde un peu le parcours. Oui, certes, il y a une différence. Mais je veux dire, quand tous ils ont quitté, ils étaient dans une position de victime. Cela veut dire, en 2007, par exemple, tout le peuple sénégalais était prêt à porter Idi
au pouvoir. Mais malheureusement, il y a eu ce qu'on appelle certains va-et-vient entre le palais et le point E, qui finalement a dérouté un peu l'opinion et les électeurs sénégalais qui, à la dernière minute, ont reconduit Maître Abdoulaye Wade. Macky Sall a eu à tirer des leçons vraiment de cette situation, et que lui, en position de victime, en 2012, a su tirer vraiment profit de cette situation, et aujourd'hui les Sénégalais l'ont élu comme président de la République du Sénégal. Est-ce que cela veut dire que Aminata Touré doit faire comme Macky Sall pour un peu récolter les dividendes politiques? Oui, le problème c'est que Aminata Touré, à mon humble avis, les situations diffèrent. Et Aminata Touré, c'est vrai, son départ était annoncé bien avant la tenue de ces élections législatives. Il y a eu beaucoup d'actes qui avaient été posés qui montrent clairement qu'elle n'était plus en odeur de sainteté avec le président de la République. À mon humble avis, à partir de ce moment, en tant qu'à sa place, dès que je sens les choses venir, j'allais prendre mes responsabilités et aller voir gentiment le président de la République, pour lui dire que, Monsieur le Président, vous m'avez fait confiance. Mais compte tenu d'un certain nombre de faits, tout porte à croire que cette confiance que vous aviez placée en moi n'est plus là. Donc, je ne peux pas travailler avec un président qui apparemment ne me fait pas confiance, et gentiment, elle prend ses responsabilités, elle quitte la tête de ce gouvernement. Mais aujourd'hui, le président de la République, je peux dire quelque part, politiquement, il a été très stratège. Il a pu gérer cette situation, jusqu'à avoir une occasion politiquement correcte. Les locales, pour avoir de quoi vraiment justifier ce limogeage. Donc, Aminata Touré, naturellement, elle est partie à des élections et qu'elle a perdu, c'est ça. Bon, quel que soit peut-être d'analyse, peut-être en détail de certains résultats qu'on peut faire, mais ce que l'opinion retient dans cette situation, c'est qu'elle s'est présentée à des élections en tant que Premier ministre. Dans sa base, elle a été battue. Donc, en politique, comme on dit, qui gagne en grade, et qui perd en grade. D'accord. Parlons à présent du nouveau gouvernement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement d'orientation avec le départ d'Aminata Touré? Oui, mais changement d'orientation, mais je ne pense pas, parce qu'un gouvernement, c'est une continuité. Aminata Touré a eu à poser des jalons, a eu à commencer des choses. Bon, le nouveau Premier ministre ne peut pas venir tout remettre en cause et repartir à zéro. Et déjà, il faut dire qu'on est à 3 premiers ministres déjà, à l'espace de 2 ans. Si chaque Premier ministre devait tout remettre en cause pour repartir à zéro, finalement, ils vont tourner en rond et les urgences attendent. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, comme elle avait annoncé, accélérer la cadence. Je pense que la cadence devait être plus que accélérée. Parce qu'aujourd'hui, les urgences sont là. Donc, le nouveau Premier ministre devait tout faire pour qu'aujourd'hui, ce pourquoi les Sénégalais ont élu le président Macky Sall, que les Sénégalais puissent vraiment se rendre compte qu'effectivement, ils ne sont pas trompés. Le 26 mars 2012. Donc, Donc, changement d'orientation radicale, je ne pense pas. C'est juste une continuité. Mais maintenant, peut-être mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, instaurer la rigueur, la méthode et l'organisation. Parce qu'on parle de plus en plus de retrouvailles de la famille libérale. Est-ce que c'est possible selon vous parce qu'il y a au niveau du Parti démocratique sénégalais d'aucuns qui disaient que c'est Aminata Touré en fait qui a empêché ces retrouvailles. Oui, mais les retrouvailles, c'est pas la première fois qu'on le dit, hein, les retrouvailles de la grande famille, des fois socialiste, la famille sociale libérale.
Bon, Aminata Touré qui l'empêchait, je ne sais pas comment est-ce qu'elle pourrait empêcher ça, parce que bon, ça c'est des convictions purement politiques. Si les gens qui partagent les mêmes idéaux politiques décident de se retrouver, bon, Aminata Touré, bon, le parti, la PR ne lui appartient pas, ok. Elle peut peut-être émettre un avis, ok, mais elle ne peut pas empêcher aux autres qui ont quand même des idées, des opinions par rapport à ça, de s'engager ou de ne pas s'engager dans ces retrouvailles. Tout ce que je sais, c'est pas la première fois, ça a toujours été évoqué, mais bon, jusqu'à présent, ça n'a pas pu être concrétisé. Et là, je ne pense pas trop que dans le contexte actuel, et les perspectives politiques qui s'offrent un peu à notre pays, je ne crois pas qu'on ait des retrouvailles libérales ou socio-socialistes. Non, aujourd'hui, on tendra vers des organisations ou bien une recomposition politique où les gens se retrouveront, autour de l'essentiel, qu'importe l'appartenance. Doctrine, non, ça passe pas. Aujourd'hui, je crois que les événements récents, c'est les élections locales, nous ont montré que avec cette coalition de Tahaou Dakar, du maire de Dakar, Khalifa Sall, voilà, on a vu dans certaines collectivités, dans certaines localités, il y avait un peu de tout, des libéraux, des socialistes, des alliances contre nature, comme on dit certains. Oui, contre nature, mais des alliances stratégiques. Ok, moi je n'aime pas trop contre nature, mais c'est plutôt stratégique. Parce que dans cette vie aujourd'hui, il faut être un bon stratège. Ok, il faut savoir ce qu'on veut ici et maintenant, et ce que veulent les populations. Ok, quels que soient les sacrifices qu'il faut, il faut savoir les faire pour que l'essentiel, que ces populations qui nous attendent sur des choses concrètes, qu'on puisse vraiment répondre à ces urgences. Que pensez-vous de la composition du nouveau gouvernement? 30 ministres et 3 ministres délégués, plus 5 secrétaires d'État. Oui, a priori, on peut dire que c'est un gouvernement pléthorique. D'autant plus qu'au début, je crois que Macky Sall avait prôné 25 ministres. Voilà, avec la réduction du train de vie de l'État, vraiment tout un discours autour d'une bonne gestion des ressources étatiques. Mais aujourd'hui, souvent, avant la pratique du pouvoir, on a peut-être de très bonnes intentions, mais la réalité, de la gestion du pouvoir fait qu'aujourd'hui, il se rend compte que peut-être avec les 25, ça n'a pas été toujours efficace, et qu'aujourd'hui, il se retrouve avec 30 ministres, 5 secrétaires d'État et 3 ministres délégués. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est vrai, les Sénégalais lui ont fait confiance, et puis voilà, il faut que ce gouvernement réponde enfin aux attentes des Sénégalais, parce que ça fait 3 gouvernements en 2 ans, c'est quand même trop pour un président qui devait avoir un mandat de 5 ans, même si, jusqu'à présent, cette question n'a pas été réglée. Donc, ce gouvernement n'a pas d'excuses. Ils sont 30, donc suffisamment outillés, armés, donc ils devaient pouvoir, enfin, apporter les réponses aux problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. D'accord. Quels sont les défis, selon vous, les défis que doivent relever, les questions les plus pressantes? Oui, les questions les plus présentes, c'est d'abord trouver de l'eau aux Sénégalais. Aujourd'hui, je pense que les Dakarois en particulier souffrent de cette pénurie d'eau, et les délestages aussi qui reprennent, surtout au moment où c'est le mois de Ramadan, où les gens ont besoin d'électricité et d'eau. Moi, je ne peux pas comprendre qu'en 2014, qu'on se retrouve vraiment toujours à rencontrer ces mêmes problèmes. Parce qu'en 2012, on se rappelle des émeutes de l'électricité et de tout autre. Les Sénégalais ont dit non parce qu'il y avait cette situation. Alors, mais en choisissant Macky, c'était qu'il trouve des solutions à ces problèmes qui étaient là.
Mais malheureusement, on est là à revivre les mêmes problèmes. Alors, c'est ça l'urgence de ce gouvernement. Et malheureusement, la SDE et la SONES renvoient la balle. Aucune d'elles ne semble prendre ses responsabilités. À qui la faute selon vous? Parce que oui, mais à qui la faute? La faute à eux tous. L'essentiel, nous, que ce soit la SONES qui devait mettre des installations ou la SDE qui devait exploiter. Parce que est-ce que la SDE peut exploiter ce qu'elle ne voit pas? Parce qu'il faut falloir des installations pour qu'elle puisse exploiter. Oui, mais les installations qu'ils puissent exploiter, tout ça, monsieur Omar, je pense que gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas, depuis des années, on sait que Dakar, c'est une ville en perpétuelle croissance, que démographique et tout. Donc, déjà, ceux qui étaient là avant, ils devaient pouvoir faire de la prospection, savoir qu'en 2014, la population de Dakar aura besoin de tant de mètres cubes d'eau par jour. Et mettre les installations nécessaires pour que, à cette date précise, vraiment que cette fourniture d'eau ou d'électricité soit faite. Donc aujourd'hui, il ne faut pas attendre aujourd'hui pour nous dire que voilà, c'est X qui devait faire ça. Non, ça c'est vraiment un manque de responsabilité notoire. De qui? De l'État? De tous les deux. Mais l'État, je dis, quand je dis de tout, c'est tous les directeurs généraux de la SDE et de la SONES. Donc c'est l'État qui a failli dans cette histoire. Quelles peuvent être les conséquences de cette pénurie d'eau et des coupures intempestives d'électricité? Oui, les conséquences, elles peuvent être sociales. Social, c'est quoi? C'est d'abord, on vit ce calvaire social, on a des problèmes, pour faire correctement tous les besoins, parce que si tu devais prendre un bain avec vraiment un seau d'eau, tu es obligé de te laver avec à moitié et tout. Sur le plan sanitaire, ça peut causer des problèmes. Mais les conséquences sociales, c'est aussi les populations, ils peuvent pas rester à vivre cette situation jusqu'à quand? Donc, faut pas que les gens soient surpris. Qu'il y ait un ras-le-bol et que les gens sortent dans la rue manifester vraiment contre cette situation. Donc, je pense que mieux vaut que les gens prennent les devants et puis trouvent définitivement une solution à ce problème. Est-ce que ça peut créer les mêmes situations qui ont eu lieu lorsque les Sénégalais sont sortis dans la rue pour protester sous le régime de Wade, selon vous? Sous le régime de Wade, peut-être, pourquoi pas? Parce que les Sénégalais, quand même, c'est vrai, c'est un peuple très tolérant. Un peuple très patient, mais il arrive des moments où c'est un peuple vraiment qui est aussi incontrôlable et imprévisible. Donc, je ne souhaite pas qu'on en arrive là, mais je pense que il est temps vraiment qu'on règle définitivement cela. Sinon, les mêmes situations peuvent se reproduire d'ici peu. D'accord. Il y a un nouveau gouvernement, comme on l'a dit tantôt. Maintenant, avant ce nouveau gouvernement, Macky Sall a fait presque la moitié de son mandat. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui? Que vous inspire son bilan après 2 ans? Le bilan du président. Moi, je pense que c'est très tôt de parler de bilan. Un bilan, c'est un bilan à mi-parcours. J'avoue que sur certains points, on peut dire qu'il y a eu des points positifs. D'abord sur les réformes institutionnelles, avec cette commission de révision de la CNRI, des institutions qui a répondu vraiment. Réforme qui tarde à être appliquée. Mais quand même, cette volonté d'aller vers a été manifestée et matérialisée. Ce qui reste maintenant, c'est la concrétisation. Donc, puisqu'on parle de bilan à mi-parcours, jusqu'au moment où on parle, ce qui a été fait, c'est que cette volonté d'avoir des institutions fortes et crédibles a été matérialisée et déposée sur le bureau du président de la République. Donc, je peux dire que sur ce plan, c'est quelque chose de positif.
en attendant de voir si effectivement, ce sera appliqué à 100%. Les mesures sociales aussi, la baisse de l'impôt sur le revenu, les bourses sociales, même si certains pensent que c'est des miettes, je crois 100 000 francs à une famille truc, mais bon, 25 000 francs tous les 3 mois, ce qui est important, je pense que peut-être 25 000 francs pour une famille qui n'a jamais eu 10 000 francs, ça peut représenter quelque chose pour cette famille. Ce qui importe, je pense que c'est un geste qui a été fait, il faut le saluer. Ce que je vois ici au Sénégal, il faut qu'on évite de tomber souvent dans ce que j'appelle le nihilisme total, qui consiste à dire rien n'est bon, rien n'est bon. On est en politique. Entre les hommes politiques, si ton adversaire politique pose des actes qui sont positifs, il ne faut pas avoir le complexe de dire Djambar, ce que tu as fait, j'applaudis, c'est bien, mais il faut faire plus. Donc sur ces plans, on peut le dire, mais maintenant aussi l'état de droit, la bonne gouvernance. Et ça, je pense bien que l'ancien Premier ministre Aminata Touré a joué un grand rôle. Aujourd'hui, cette traque de biens mal acquis, je pense que c'est une question que tu avais prévue vraiment dans ton questionnaire. Le Sénégal aujourd'hui, on est dans une phase où l'état de droit commence à se faire sentir. Aujourd'hui, on dit quoi? Que tout le monde, quelle que soit ta station sociale, tu peux te retrouver du jour au lendemain. Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'impunité toujours au Sénégal? On parle toujours d'impunité. Oui, d'impunité, mais quand même, il faut avoir quand même le courage de dire que depuis 2 ans, avant, il y avait certaines choses, on ne pouvait pas les imaginer ici au Sénégal. Aujourd'hui, Karim Wade, de l'autre côté, avant c'était Cheikh Béthio Thioune qui, mais maintenant, du temps de Wade, qui aurait imaginé un chef religieux qu'on aille le cueillir et le mettre en tôle, c'était pas possible. Mais des chefs religieux qui sont mis en prison, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais de quel chef religieux s'agit-il? Il y a ce qu'on appelle des gens touchables. Et que mais l'actuel khalife général des Tidjanes, par exemple, il a eu à... Que nous, de la presse, l'actuel khalife général des Tidjanes... Al Maktoum, il a eu des débats avec la justice sous Abdou Diouf. Oui, ça c'est des choses vraiment que je ne maîtrise pas et je ne veux pas en toute honnêteté. D'accord, mais des fois, est-ce que vous n'avez pas l'impression que on met des personnes comment dirais-je, il y a un acharnement en fait sur les personnes qui qui sont nos potentiels, qui sont les potentiels adversaires du pouvoir actuel. Oui, acharnement. Oui, de toute façon en politique, on est en politique. Souvent, il y a des choses qui se passent. On parle du cas d'Abdoulaye Baldé, dont sa convocation par la CREI commence à installer vraiment une crise pas dans le pays, mais dans une partie du pays. Avant Abdoulaye Baldé, d'une manière générale, que pensez-vous de la traque des biens mal acquis? Il y a certains qui disent, la traque, c'est une bonne chose, fondamentalement c'est une bonne chose, mais on aurait dû utiliser d'autres canons, d'autres juridictions, parce qu'il y a des juridictions habilitées, mais le fait de créer une juridiction spéciale, ça permet au pouvoir un peu de faire ce qu'il veut. Non, mais quelle que soit la juridiction, l'essentiel, c'est l'esprit de cette traque des biens mal acquis qui compte. L'esprit, c'est quoi? C'est que tous les gens qui ont eu à s'enrichir de façon illicite, ou qui ont eu à s'enrichir sur la base des biens appartenant des ressources de l'État, que ces gens viennent rendre compte. Et puis, si la responsabilité est engagée, maintenant qu'ils soient condamnés, si les responsables ne sont pas engagés, qu'ils soient purement, simplement libérés. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on ait peur. Mais les gens qui avaient eu à gérer des ressources dans ce pays, mais aujourd'hui, quel est le problème?
Ok, mais il faut que tu aies le courage de venir dire, ok, j'ai juré, j'ai géré ce département pendant tant d'années. Ok, voici, ok, ce que j'ai fait des ressources, ok, que le peuple sénégalais m'a confié. Il n'y a pas de problème. Ok, donc aujourd'hui, moi, j'ai aucun problème. Cette traque de biens mal acquis. Bon, maintenant, celui qui a mal acquis ses biens aura des choses à des craintes à se faire. Mais celui qui a bien géré ses biens, il n'aura aucune crainte qu'on le convoque devant la CREI ou autre structure beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus grande que la CREI. Il n'y a aucun souci à se faire. Par exemple, la Haute Cour de justice est là pour juger ces anciens ministres. Oui, mais tous ces anciens ministres, mais aujourd'hui, voilà, le cas le plus patent, c'est Karim Wade. Bon, maintenant, aujourd'hui, on dit quoi? Que les accusations étaient de plus de 1000 milliards. Aujourd'hui, on est tombé à 112 oui, 100 et quelques milliards, alors qu'il parlait de 2000 milliards. Oui, mais ça, c'est pas pour moi, il n'y a pas, le problème fondamental, même si c'est 1000 francs, ok, c'est important. Parce que ça, c'est les 1000 francs du peuple sénégalais, du contribuable. Il faut qu'on le justifie. Ok, donc le débat n'est pas parce que bon, c'est des trucs, mais ok, les accusations, quand même, si on t'accuse, tu vas pas aussi rester les bras croisés, Omar. Ok, tu t'entoures, ok, de toutes les garanties de tous les avocats les plus crédibles du monde pour que, voilà, cette accusation soit fausse. Ok, donc c'est juste une bataille juridique. Ok, on t'accuse, tu te défends. Donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, si on arrive à dire qu'il y a 100 quelques milliards qui ont été détournés, que s'il ne le justifie pas, il sera emprisonné. Donc il faut qu'il le justifie. Le cas Abdoulaye Baldé, vous en parlez tantôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Abdoulaye Baldé. Bon, moi, j'avoue que je m'attendais à ce qu'on convoque Baldé au même moment qu'on a convoqué Karim Wade, parce que bon, pas parce que je lui reproche des choses, mais juste par rapport à sa proximité avec Karim, ils ont eu à gérer ensemble, voilà, l'ANOCI et tout. Donc aujourd'hui, pourquoi d'abord Karim et maintenant Abdoulaye Baldé? Ok, donc quelque part, bon, ça fait un peu désordre dans ma tête. Désordre, pourquoi? Aujourd'hui, est-ce que ce que les gens disent, que c'est parce que M. Abdoulaye Baldé a refusé, ok, de rejoindre l'Alliance pour la République, qu'on a décidé en ce moment précis, après avoir gagné brillamment Ziguinchor, qu'on le convoque devant la CREI maintenant pour lui faire payer son refus d'avoir son refus de la main tendue du parti présidentiel. C'est quand même troublante. Je pense que si c'est le cas, c'est pas bien. Par contre aussi, de l'autre côté, j'ai vu que depuis lundi, ses partisans s'agitent un peu partout, à Ziguinchor, à Kolda, à Dakar et tout. Les soutiens viennent d'un peu partout. Je pense que aussi à son niveau, il devait rester serein. Ok, s'il n'a rien à se reprocher, ok, ce n'est pas la peine d'activer sur des leviers pour faire dans la menace, apprendre à se faire peur et tout. C'est pas la peine. Ok, qu'il aille répondre et puis apporte. Ok, les preuves, voilà, que tout ce qu'il a, là, il les a acquis de façon licite. En plus clair, vous avez l'impression que Abdoulaye Baldé fait peur aujourd'hui après, sa victoire sur Benoît Sambou et les autres à Ziguinchor, parce qu'ils ont attendu tout ce temps pour le convoquer, tout ça. Oui, il fait peur. Bon, je pense que on peut pas faire peur à un État.
Okay. D'accord, parce qu'il a gagné une grande région, la région de, comment dirais-je, il a eu à gagner à Ziguinchor. À Ziguinchor, il a gagné, mais bon, qui connaît bien un peu Ziguinchor, c'est que, avec tous les moyens du monde, Abdoulaye Baldé, quand même, les Ziguinchorois lui ont fait confiance, et puis c'est le seul maître à bord. Ok, le candidat de la PR qui s'était présenté, même en leur âme et conscience, savent que devant Abdoulaye Baldé à Ziguinchor, ils n'auront absolument rien. Et les résultats de 2009 l'ont prouvé. Maintenant, quant à il fait peur à l'État, je ne pense pas. Il ne peut pas faire peur à l'État quand même à tous les moyens. Parce que est-ce qu'il n'y a pas un enseignement en fait à tirer de ces élections locales par rapport au potentiel adversaire de Macky Sall en 2017? Oui. Il y a l'enseignement qu'il faut en tirer, c'est qu'aujourd'hui il y a un nouveau phénomène qui est né. Ça, c'est le phénomène Khaf. Khaf, c'est le diminutif de Khalifa Sall, avec son mouvement Taxawu Ndakaaru. Aujourd'hui, je pense bien à l'horizon 2017, on risque d'assister un peu à la même situation qu'en 2012. C'est-à-dire, aujourd'hui, le pouvoir en place, s'il ne se réajuste pas, risque d'avoir en face un nouveau pôle de l'opposition qui sera incarné par 2 ou 3 leaders. Déjà, ces 3 leaders se parlent et ces 3 leaders se renvoient des actes de politesse. Qui sont ces 3 leaders? C'est naturellement d'abord Khalifa Sall avec son Taxawu Ndakaaru, et je pense bien peut-être dans les jours ou les mois qui suivent, s'ils sont de bons stratèges, ce Taxawu Ndakaaru peut-être devrait être mieux en Taxawu Sénégal. Ok, c'est un peu Benno Siggil Sénégal qui est avant un peu la CA 2000 avec Maître Abdoulaye Wade. C'est Khalifa Sall, c'est aussi Idrissa Seck, c'est Abdoulaye Baldé. Ok, voici c'est les 3 nouvelles têtes de la nouvelle opposition, si je peux dire ainsi. C'est vrai que Khalifa, jusqu'à présent, il est dans le Parti socialiste et tout. Mais bon, jusqu'à quand, je ne dis pas qu'il pourrait sortir, mais le contexte politique lui étant favorable, il ne faut pas qu'on soit surpris que les populations sénégalaises elles-mêmes disent que voilà, aujourd'hui vous 3 vous constituez un peu l'alternative au pouvoir en place, qui organisez-vous, et voilà, voyons en 2017 quelle est la bonne formule pour faire face à ce nouveau régime. Est-ce que ce n'est pas la même situation qui va se présenter comme les élections de 2012? Chacun ira pour aller essayer de récolter le plus de suffrages après s'ils sortent aux deuxième tour. Oui, c'est ça. C'est ça que je disais, que ça risque d'être un peu le même scénario comme 2000, CA 2000, au départ avec Abdoulaye Wade, Benno Siggil Sénégal, qui s'est transformé en Benno Bokk Yakaar et tout. Cette situation, ça va peut-être se présenter, d'autant plus que l'un des leaders, je veux dire Idrissa Seck, si cette nouvelle opposition se met en place, s'il ne s'accorde pas autour d'un leader qui pourrait peut-être porter leur candidature, déjà, je vois mal que lui ne se présente pas, d'autant plus que c'était présenté pour être le 4e président, que malheureusement, il n'a pas été, et que il veut, coûte que coûte, avoir un autre
notre point le plus élevé de sa carrière politique, c'est l'appeler Premier ministre, c'est être président. Bon, maintenant, Khalifa Sall, quoi qu'on dise, aujourd'hui, c'est lui qui a le vent en poupe. Est-ce qu'il est connu dans les autres régions, Khalifa? Je crois qu'il est connu seulement. Oui, le problème, c'est pas aujourd'hui qu'il est connu au Sénégal ou qu'il n'est pas connu au Sénégal. Bon, je pense que Khalifa Sall, quand même, appartient à un parti politique, le Parti socialiste, qui est le parti le plus structuré, le plus représentatif dans tous ces pays, dans tous les pays. Aujourd'hui, ce serait pas un Khalifa Sall seulement, mais en mettant sur pied un Taxawu Sénégal, il y aura des Khalifa Sall, dans toutes ces différentes localités du pays qui porteront, l'engagement, la vision de Khalifa, dans ces différentes localités. Aujourd'hui avec les médias et trucs, les médias sociaux et tout, aujourd'hui, je ne pense pas que si tu partais à Matam, si le lycéen du lycée de Matam ne connaît pas Khalifa Sall, ou si tu allais à... Mais est-ce que sa politique, comme le déguerpissement des marchands ambulants, ne peut pas jouer à son encontre, si l'on sait que la plupart de ces personnes viennent de ces localités? Oui, le déguerpissement. D'abord, les gens avaient dit qu'au niveau de Dakar, il risque que Khalifa Sall va mourir politiquement parce qu'il a touché des gens qu'il ne fallait pas toucher, c'est là où les marchands ambulants. Les marchands ambulants. Aujourd'hui, les résultats ont montré que ça n'a eu aucune incidence directe. Mais la plupart des marchands ambulants ne votent pas à Dakar. Oui, mais la plupart des marchands ambulants ne votent pas à Dakar. Même s'ils votent dans les régions, mais les marchands ambulants ne peuvent en rien contre la volonté du peuple sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire politique du Sénégal nous montre que quand le peuple décide de changer les choses, on a beau être une organisation confessionnelle, religieuse ou quoi que ce soit, mais le dernier mot revient à ces milliers de Sénégalais qui n'appartiennent à aucun parti politique, et qui ont leur carte et qui attendent, le bon moment pour peser de tout son poids, de tout leur poids, vraiment sur le vote. Donc ces marchands ambulants, je n'ai rien contre eux. Par contre, ce que Khalifa Sall a fait de la ville de Sandaga, je ne sais pas depuis quand tu n'étais pas rendu là-bas. Je me suis rendu là-bas récemment. Ah oui? Non, c'est ce qu'il a fait. Tu t'es senti à l'aise ou pas? Oui. Mais alors, aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui. Notamment sur la corniche. Mais c'est ça veut dire, un homme politique doit avoir le courage, de ses idées, le courage de ses actes. Quand on te nomme à un poste, on te donne les moyens pour travailler. Les résistances, il y en aura. Mais toi, en tant que responsable, mais il faut avoir le courage de réaliser un certain nombre de choses. Mais maintenant, tout le monde ne peut pas être content, je suis désolé. Chaque acte que tu poses, même dans ta propre famille, soit il y a ton fils aîné qui n'est pas content, ou c'est madame qui n'est pas contente, mais l'essentiel, si c'est de l'intérêt général, ça profite à tout le monde, mais il faut le faire, quelle que soit la situation. Maintenant, si on raisonne en termes de si je fais tel acte, est-ce que je pourrais être réélu ou pas? Mais ça, finalement, tu ne poseras aucun acte et ton mandat arrivera à terme et les gens vont te dégommer. Et là, tu auras perdu en quoi? En crédibilité, parce que tu n'auras servi à rien et tu auras perdu aussi en temps. Parce que tu auras perdu 5 ans ou 6 ans à la tête d'une institution. Toute autre chose, l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal a demandé au chef de l'État et aux dignitaires religieux de ces pays de condamner les frappes israéliennes sur la bande de Gaza, chose qu'a faite ce samedi le ministère des Affaires étrangères. Selon vous, quelle posture doit avoir le gouvernement sénégalais par rapport à cette crise israélo-palestinienne? Je pense que ce qui se passe d'abord en Israël et en Palestine, c'est quelque chose à déplorer.
Ce cycle de violence, faut-il le rappeler, a commencé depuis le 2 juin, par l'enlèvement et le meurtre de 3 étudiants israéliens, voilà, que Israël a attribué au Hamas, qui a été suivi par l'assassinat aussi d'un jeune Palestinien qui a été brûlé vif par des Juifs. Et depuis lors, c'est des raids aériens, c'est des bombardements. Et aujourd'hui, la situation a atteint un seuil critique. Et ce matin, le bilan faisait état de 163 Palestiniens tués. Et qu'aujourd'hui, la plupart de ces victimes, ce sont des enfants et des femmes. Ce sont des innocents. Quelle que soit la situation, ça c'est un problème qui perdure depuis longtemps. Je pense que l'urgence c'est quoi? C'est que les acteurs puissent arriver à un cessez-le-feu. Qu'ils essaient de se retrouver autour d'une table, essayer de discuter pour qu'on trouve une solution, parce qu'à ce rythme quand même, c'est des civils qui en périssent. Il y a aujourd'hui plus de 34 organisations humanitaires qui ont demandé à ce qu'on assiste à un cessez-le-feu, mais malheureusement ça perdure. Et que le gouvernement sénégalais naturellement devait pouvoir condamner ces actes et puis voilà, prendre une position courageuse. Mais le gouvernement a tardé à le faire. Ils ont attendu que l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal monte au créneau un peu pour... Oui, mais tu sais aussi en matière de diplomatie, on ne peut pas sur un coup de tête prendre des positions ou faire des sorties. Il faut savoir d'abord un peu les tenants, les aboutissants, peser les pour, le contre, un peu voir certains intérêts, et puis voilà, diplomatiquement, il y a des choses qui se font à l'insu de tout le monde avant de prendre toute autre position. Je pense que sa démarche a été très sage en attendant que la Palestine lui demande de condamner cet acte. Ils ont aussi parlé, l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal a aussi parlé des dignitaires religieux. Il a dit que ces derniers aussi ont leur mot à dire, puisque la mosquée d'Al-Aqsa a été fermée ce vendredi et c'est le 3e lieu saint de l'islam. Oui, normalement, c'est l'islam. L'islam, quand il est attaqué partout dans le monde, je pense qu'en tant que musulmans, on devait se solidariser. Donc, les chefs religieux doivent manifester leur soutien et leur solidarité au peuple palestinien. Et sur ce plan, je ne vois pas de problème. Je pense qu'ils le feront. Peut-on dire que c'est une guerre contre la religion musulmane ou c'est juste deux pays qui ne s'entendent pas, moi j'avoue que la question israélo-palestinienne c'est un problème très compliqué. Je sais qu'il y a depuis 87 avec la création du Hamas qui est un peu l'armée de la Palestine et qui prône un peu la reconquête de tous ces territoires qui selon lui doit appartenir à un vaste État palestinien, la Cisjordanie, l'actuel État d'Israël et tout. Le pays s'est installé dans une violence sans nom. Donc aujourd'hui, guerre contre l'islam, je sais que les musulmans, ils se défendent. Et chaque jour que Dieu fait, malgré leurs moyens rudimentaires, c'est David contre Goliath. Voilà, le moyen rudimentaire par rapport à lui, il résiste et puis voilà, il continue à se battre. Et puis, mais tout ceci, à mon avis, les principaux perdants, ce sont ces victimes innocentes. Et je pense qu'il est grand temps qu'on puisse vraiment trouver une solution définitive.
cette crise. Peut-on parler de crimes de guerre, comme l'ont prétendu certains? Que pensez-vous de la posture affichée par les puissances occidentales comme la France et les États-Unis qui soutiennent un peu le gouvernement israélien? Bon, crimes de guerre, bon, je ne sais pas, les États-Unis et la France, bon, souvent, ils ont leurs paramètres par rapport à un certain nombre de choses. Parce que, bon, s'ils considèrent, par exemple, le Hamas comme étant un réseau terroriste et qu'il est sur certaines listes de certains pays occidentaux, bon, naturellement, ils peuvent considérer ça comme certains actes comme étant des crimes de guerre et puis que les auteurs de ces crimes soient traduits devant les instances de juridiction internationales et tout. Mais de l'autre côté, les frappes israéliennes aussi, on ne peut pas parler de crimes de guerre. Non, mais c'est ça, c'est comme tu le dis, c'est des attaques et des contre-attaques. Donc, si on devait parler de crimes de guerre, on ne devait pas simplement les spécifier par rapport à un camp. Ok, celui-ci a attaqué, l'autre a riposté. Donc, les responsabilités, je pense que devaient être partagées et que s'il devait y avoir des sanctions, ces sanctions devaient pouvoir s'imposer à tous les deux camps. Ok, mais on ne devait pas désigner ipso facto un seul camp pour dire que ce sont eux qui sont les auteurs des crimes de guerre et qui devaient être traités comme des criminels de guerre. Ça, vraiment, je vois. Intéressons-nous à présent à une autre crise. On reste dans le domaine de la géopolitique, la crise irakienne. Lorsque vous voyez ce qui se passe en Irak, qui risque aujourd'hui la partition avec la montée en puissance des sunnites qui comptent créer un État islamique, qu'est-ce que vous vous dites depuis l'intervention des Américains après le 11 septembre, tout ça? Oui, la situation aussi en Irak, devient de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, si je m'abuse, jusqu'à présent, le pays est sans gouvernement et qu'il est prévu même aujourd'hui une séance du Parlement pour que les gens puissent enfin trouver un consensus et mettre en place enfin un gouvernement d'urgence national regroupant toutes les entités, cela veut dire les chiites, les sunnites et un peu les Kurdes, les rebelles. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué parce que le Premier ministre Al-Maliki, c'est ça, semble être dans une position, comme je l'ai dit, un peu nihiliste, qu'il ne faut pas faire preuve d'ouverture pour intégrer les autres franges de ce pays. Alors qu'aujourd'hui, on voit que l'armée irakienne est complètement mis à mal parce que démoralisé et sans moins les rebelles de l'État, comment on appelle ça là, l'État, les Kurdes, les Kurdes quoi, oui, les Kurdes qui prônent un peu l'État. Il y a les Kurdes qui veulent créer un État, il y a les sunnites qui veulent créer un État. C'est parce qu'il y a un problème en fait entre chiites, sunnites, tout ça, et on a l'impression que certains pays arabes qui ont peur un peu de la montée des chiites ont peur. C'est pourquoi ils financent un peu les djihadistes au nord. Oui, voilà, mais c'est ça. Je veux dire que les djihadistes qui veulent créer un État islamique de l'Irak et du Levant, dont la dénomination a changé pour devenir maintenant l'État islamique. Aujourd'hui, ils gagnent du terrain. Ils sont parvenus à mettre la main sur Mossoul, qui constitue la deuxième ville. Et ils ont pu même mettre la main sur une d'importants fonds qui s'élèvent à quelques 700 millions de dollars qu'ils ont trouvé dans l'annexe de la Banque nationale de l'Irak et qui aujourd'hui fait qu'aujourd'hui c'est très difficile de faire face à ces gens-là et puis qui utilisent parfois des méthodes suicidaires, cela veut dire des attentats suicides. Et donc je pense qu'aujourd'hui ce qui peut être intéressant, il faut qu'aujourd'hui que Nouri al-Maliki accepte que les gens mettent sur pied un gouvernement d'union nationale et puis que chacun
essaie de poser ces problèmes et puis qu'on mette sur pied ce gouvernement et que les pays retrouvent vraiment sa place dans l'échiquier mondial. Ça fait pas partie des conséquences de l'intervention américaine parce qu'on a l'impression que partout où sont intervenus les Américains, en Irak, il y a beaucoup de pays, au Pakistan, maintenant c'est le chaos. Oui, mais tu sais, les interventions américaines souvent sont justifiées. Sont justifiées. Les États-Unis souvent, ça pour le comprendre, il faut peut-être comprendre un peu la philosophie des Américains, comment les Américains fonctionnent. Aux États-Unis, il y a un principe sacro-saint, c'est la liberté. Ok, toute personne a droit à la liberté où qu'il soit dans le monde. C'est pourquoi parfois, quand les États-Unis interviennent dans un pays, les gens parlent d'ingérence, de trucs. Mais dans la tête des Américains, quand une liberté est bafouée, s'il y a une seule personne dans le monde qui se trouve au fond du monde, quand sa liberté est bafouée, ok, les Américains pensent qu'ils ont le droit d'aller intervenir pour que cette personne retrouve sa liberté. Mais les Palestiniens, leur liberté n'est pas bafouée. Non, c'est pas un peu sélectif ce que font les Américains des fois. Non, je t'explique un peu la philosophie américaine. Donc, ce qui explique aujourd'hui, ils sont eu à intervenir dans beaucoup de pays où il y avait, entre guillemets, des dictateurs qui vraiment empêchaient une frange de leur population de vivre en toute quiétude. Ce qu'ils font, ils interviennent, ils essaient de mettre hors d'état de nuire ces dictateurs et essaient d'instaurer un régime démocratique et tout. Bon, maintenant, ils ne peuvent pas aussi continuer à rester éternellement dans ces zones sinon on risque encore de les traiter, de vouloir imposer une nouvelle forme de colonisation dans ces trucs. Donc aujourd'hui, ils ont eu à intervenir, ils ont eu à libérer l'Irak de Saddam Hussein et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut que les Irakiens aussi puissent prendre leur destin à main et puis faire preuve de grandeur. Savoir que maintenant la balle est dans leur camp, ils devaient pouvoir s'asseoir autour d'une table, discuter et puis trouver une solution à leurs problèmes. Et puis voilà, peut-être les États-Unis pourront les assister sur d'autres plans, sur le plan technique, formation de leurs troupes, aussi apporter des soutiens conséquents dans certains domaines. La dernière partie de cette émission, c'est la rubrique carton vert, carton rouge. Quel est le fait ou la personnalité qui vous a le plus marqué cette semaine? D'abord, le carton rouge, vous allez le décerner à qui? Mais le carton rouge, je décerne ça aux deux DG de la SONES et de la SDE qui m'ont privé d'eau. De la Sénélec aussi, qui m'ont privé d'électricité. Parce que hier, j'ai pas pu regarder tout le match. Sénégal. Pas Sénégal, c'est pareil. Brésil-Pays-Bas. Brésil-Pays-Bas, donc carton rouge, ACDG. Et le carton vert, négativement, qui vous a le plus marqué positivement du moins cette semaine? Cette semaine? Positivement, le carton vert, oui. Je ne sais pas. Personne. Il y a aucune personnalité politique ou aucun fait ou quelqu'un qui a fait quelque chose qui vous a marqué, positivement cette semaine? Non, j'ai pas. D'accord. En tout cas, merci à vous, Arona Fall. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site gfm.sn. Merci d'avoir répondu présent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est ce qui met un terme à cette émission Actu Média que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Léopold Mendy assurer la mise en onde. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Ce sera de 11h à midi. Même heure, même fréquence. Tout de suite, c'est le flash d'information avec Adja Moïmouna Cissé Diop. Merci.
In